Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 € avec 2 bagages de 32 kg, voire conditions dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Et nous sommes en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Des averses encore localement soutenues se produisent notamment sur Marie-Galante, mais aussi sur le nord Basse-Terre du côté de Sainte-Rose. D'autres averses peuvent également se déclencher vers Goyave et Cap-Esterbello en ce début de soirée. La prudence est donc de mise, vous le savez. Et retour maintenant sur cette opération de contrôle routier à Goyave. Les forces de l'ordre étaient à la recherche d'armes et de conduite délictuelle. Regardez. On a quand même une prolifération, une forte circulation d'armes sur la Guadeloupe aujourd'hui, avec un usage assez conséquent, parce qu'on avait quand même eu quelques homicides depuis le début de l'année. Et être présent, pouvoir dire avec le procureur ou avec le directeur de cabinet du préfet qui était présent tout à l'heure, pouvoir aussi expliquer aux gens pourquoi on fait ça, parce que les gens s'interrogent aussi, donc on leur explique pourquoi on fait ce genre de contrôle qui est amené à se reproduire régulièrement dans les semaines à venir encore. La présence du procureur de la République sur un contrôle de cette nature qui vise essentiellement à matérialiser un peu plus encore la lutte que les autorités administratives et judiciaires veulent mener contre la circulation des armes, oui, c'est important que le procureur soit là. Après, cette opération, c'est une opération qui se mène ce soir, mais il y en aura d'autres, bien évidemment, dans les jours et les semaines à venir. C'est, on va dire, un premier épisode parmi d'autres qui arriveront. Sur ce dispositif, une trentaine de personnels de l'escadron départemental de sécurité routière, de la compagnie de Saint-Claude et des gendarmes mobiles, des détachements de surveillance et d'intervention des 2 escadrons sur la Guadeloupe. On n'est pas surpris des armes qu'on trouve dans les véhicules, mais comme on sait qu'il y a des armes qui circulent et que les armes sont présentes dans la délinquance générale, effectivement, on sait qu'il y a des armes qui circulent, d'où la nécessité de ce genre de contrôle, parce que les armes, elles circulent par la voie routière. Voilà. On est à une dizaine à peu près de personnes entre l'alcoolémie et le stupéfiant, conduite sous stupéfiant. Pour l'instant, on n'a pas eu de saisie d'armes dans les voitures. Plusieurs voitures sont fouillées. Vous avez vu, il y a un chien Sambi qui est spécialisé pour les armes et les munitions. Et pour l'instant, on n'en a pas eu, mais c'est alcool et stupéfiants essentiellement. Pas spécialement surpris. Effectivement, les résultats sont plutôt conformes malheureusement à ce qu'on a habituellement sur ce genre de contrôle. C'est-à-dire beaucoup de personnes en état d'alcoolémie au volant. Quelques-unes qui conduisent sous stupéfiants et quelques saisies de produits stupéfiants, effectivement. Le président des organisations professionnelles, Jean-Yves Ramassamy, lui monte au créneau. Il déplore vivement l'interruption de plus de 10 000 moratoires par la sécurité sociale. Le conseil d'administration de l'URSSAF qu'il a rencontré aujourd'hui n'aurait pas été informé. Les chefs d'entreprise, quant à eux, sont pris à la gorge par des demandes de remboursement. Regardez. Nous avons discuté longuement de tous les problèmes que rencontrent aujourd'hui les petites et moyennes entreprises de la Guadeloupe, surtout au niveau des artisans, mais aussi au niveau des transporteurs, au niveau des entreprises du BTP et autres. Et ce qui nous a permis de mettre en place avec le président, pas un protocole qu'on a passé aujourd'hui, mais un engagement entre les 2 parties. Un engagement avec le président et son conseil d'administration pour qu'on puisse trouver des solutions pour pouvoir remettre, je dis bien de remettre en place les systèmes de programmation de moratoire pour pouvoir aider les entreprises et aussi voir pour tous les intérêts que les entreprises paient aujourd'hui par la sécurité sociale, de voir comment on peut aboutir à une solution pour pouvoir aussi pallier à ces problèmes-là. La réunion a été très enrichissante puisque le président du conseil d'administration et ses collègues se sont bien rendus compte aujourd'hui, il y a plus de 10 000, je dis bien 10 000 moratoires qui ont été supprimés
par la sécurité sociale, ceux qui disent est-ce que vraiment il n'y a pas une volonté aujourd'hui de venir ici pour pouvoir détruire les entreprises guadeloupéennes. Nous avons appris aujourd'hui que le président et son conseil d'administration n'étaient pas informés, je dis bien n'étaient pas informés de l'annulation des moratoriums qui sont en place des entreprises. C'est grave. C'est grave de voir qu'il y a des services administratifs qui prennent des décisions sans informer le conseil d'administration. Nous allons écrire au président de la République, nous allons écrire au président, au ministre des Dom-Tom, nous allons écrire aussi à l'ensemble des élus guadeloupéens, des parlementaires, pour demander à quoi sert le conseil d'administration de l'USAF en Guadeloupe. Et ce qui est malheureux, les représentants du conseil d'administration de l'USAF en Guadeloupe, ce sont des représentants des organisations professionnelles. C'est-à-dire que ce sont des Guadeloupéens qui représentent tous les secteurs économiques de la Guadeloupe. Les entreprises guadeloupéennes ne peuvent pas continuer aujourd'hui dans ces conditions de vie. Il y a des gens qui risquent de se suicider à cause de la sécurité sociale. Il y a des gens qui sont en train de faire des AVC avec les documents de siens qui sont en train de recevoir. Donc on ne peut pas laisser nos collaborateurs, nos compatriotes guadeloupéens mourir, être détruits par un secteur qui aujourd'hui fait souffrir énormément l'économie de la Guadeloupe. Une interview signée Michel Depape. Et la communauté d'agglomération Nord-Basse-Terre, elle poursuit ses rencontres auprès de la population. Et c'était au tour des administrés de Goyave d'interroger les élus et techniciens de cette collectivité. Regardez. Nous avons mis en place ces rencontres depuis le début d'année. Nous avons rencontré la population de Sainte-Rose, celle du Lamentin. Ce soir, c'était Goyave. Une première satisfaction, c'est que le public y était, les administrés ont répondu à notre invitation et nous avons pu échanger sur différents thèmes. Vous avez pu voir la pertinence des questions et cette nécessité que nous puissions apporter les réponses. Et ma satisfaction aussi, c'est la collaboration que j'ai pu obtenir des directeurs de la CNBT qui ont su nous accompagner, compléter les réponses quand c'était nécessaire. Ce type de réunion est important de manière à ce que la CNBT permette à la population d'être au fait de certaines choses et surtout de donner le là sur l'évolution au fur et à mesure des différentes étapes qu'ils ont sur les dossiers qui sont en cours. Parce qu'il est important qu'aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de la communauté d'agglomération, que tous les habitants de la communauté d'agglomération soient vraiment au fait des choses, soient au courant, pour qu'il y ait une véritable coordination. Aujourd'hui, il faut que le peuple marche avec la communauté d'agglomération. Je crois qu'il est important aujourd'hui pour qu'on puisse rétablir les choses et rétablir certaines vérités également sous les compétences, parce qu'assez souvent, ce sont les maires qui reçoivent tout. Et je crois que le président de la communauté d'agglo a joué le jeu en disant voilà mes compétences, voilà ce qui peut être fait, voilà où nous agissons dans plein de domaines, que ce soit sur le plan de l'écologie par rapport à l'identité même de notre territoire communautaire, que ce soit aussi sur le plan du transport, que ce soit sur le plan de la gestion des risques en matière d'inondation. On l'a vu avec les questions qui ont été posées sur la GEMAPI, la prévention des inondations, que ce soit aussi sur le transport scolaire, sur l'économie, sous les aides aux entreprises, puisque aussi des activités économiques. Donc voilà, tous les domaines ont été abordés ce soir avec une population attentive, intéressée et qui était aussi une force de proposition et qui demandait de l'innovation sur notre territoire. Il y aura une déchetterie dans chaque commune. Nous avons pu faire le traitement des dépôts sauvages. On va installer 60 caméras. Nous avons une quinzaine de jeunes qui vont pouvoir accompagner. On va mettre des composteurs dans chaque foyer. Nous allons mettre en place des chantiers d'insertion. Tout cela pour faire en sorte que nous soyons ce territoire de haute qualité environnementale. Et ici à Goyave, compte tenu des dégâts qu'a causé Fiona, il y avait cette question sur la ZAC de l'Aiguille, sur la nécessité d'aménager les berges, de protéger les berges. Et c'était l'occasion pour moi d'informer qu'au niveau du budget de la CNBT, c'est 10 millions que nous allons mettre cette année. Le reportage d'Olivier Moradel.
25 petits bourgeois bénéficient du dispositif Insertion Plus. Malgré leur diplôme allant jusqu'à Bac+5, ces jeunes ont des difficultés à trouver un emploi. Ils seront donc accompagnés pendant 3 mois pour concrétiser leur projet professionnel. Le reste en images. C'est un point important de la politique au sein de la ville de Petit-Bourg. On a mis en place un établissement justement pour assurer l'insertion et la cohésion au niveau de notre population. Et nous savons que notamment beaucoup de nos jeunes ont des difficultés en matière d'insertion, ont des difficultés pour accéder à l'emploi, pas seulement parce qu'ils ne seraient pas diplômés, parce qu'ici justement dans la salle aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont titulaires de master et ce n'est pas pour autant qu'ils aient pu accéder à un emploi. Donc il s'agit de leur donner des outils supplémentaires. Nous avons signé une convention de partenariat avec Jeunesse Outre-mer, qui occupe les locaux de la Maison de l'insertion et de la cohésion sociale. Et donc aujourd'hui, ils vont accompagner 25 jeunes petits bourgeois dans un parcours intensif d'une durée de 3 mois. Et par la suite, selon le projet professionnel de chacun de ces jeunes, ils vont les orienter vers les différents partenaires chargés de l'emploi et de l'insertion. Le dispositif Insertion Plus consiste à accompagner ces jeunes durant 3 mois, des jeunes âgés entre 18 et 30 ans, vers l'emploi. Pour cela, on a des formateurs et des coachs qui interviennent pour pouvoir travailler avec eux la confiance en soi, l'estime de soi, également travailler sur les outils bureautiques, mais également connaître les outils collaboratifs qui existent pour pouvoir développer soit de nouvelles compétences ou pouvoir organiser son travail, mais également sa recherche d'emploi. Ce que j'attends de ce dispositif, c'est qu'il me donne des opportunités afin que je sois capable de pouvoir m'insérer par la suite au niveau emploi. J'ai vu ce dispositif sur les réseaux Facebook où quand j'ai vu ça, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et afin de vaincre ma timidité et peut-être le futur, m'améliorer pour pouvoir aller dans les embauches ou les entretiens vers un employeur, vers l'emploi. Aujourd'hui, nous avons 25 jeunes ici qui sont inscrits dans un processus qui va le déboucher justement sur une meilleure préparation pour justement faire face au monde de l'entreprise, au monde de l'emploi. Et nous sommes fiers de participer à tout cela avec nos élus de la commission Insertion et Emploi. Le président du Souvenir français est de passage en Guadeloupe pour célébrer le commandant Camille Mortenol. Cet officier supérieur guadeloupéen, polytechnicien, capitaine de vaisseau de la Marine nationale, a su se distinguer lors de la pacification de Madagascar ou la Première Guerre mondiale. Une gerbe a été déposée sous sa statue commémorative inaugurée le 3 décembre 1995 sur le quai du port de croisière à Pointe-à-Pitre. Certains remettent quand même en cause le positionnement. Bon, il est face à la mer, mais il n'y a pas beaucoup de passages dans cette zone. Regardez. Aujourd'hui, dans le cadre de la visite du contrôleur général du Souvenir français, on souhaite rendre hommage à un illustre parmi des illustres en Guadeloupe qui est le commandant Mortenol. Je crois que c'est important, c'est-à-dire qu'on a partagé l'histoire de France à plusieurs reprises. Là, c'est une histoire, je dirais, partagée positive. Donc, c'est extrêmement important de montrer à nos jeunes que des Guadeloupéens, dans l'histoire, se sont illustrés justement lors de combats pour des valeurs que l'on partage encore aujourd'hui. Et on voit bien que les conflits internationaux ne nous protègent pas encore, quoi qu'on dise et quoi qu'on ait pu penser. Cette association a pour but de valoriser, de sauvegarder la mémoire combattante de la France. C'est-à-dire, la sauvegarder, c'est également ouvrir et permettre aux jeunes d'aujourd'hui de comprendre, de participer à la vie commémorative, mais plus simplement à la vie pédagogique. Et aujourd'hui, c'est en Guadeloupe. J'ai d'abord passé 3 jours en Guyane pour faire un certain nombre de gestes. Et je fais 3 jours en Guadeloupe. D'abord, je commence toujours par une cérémonie où je souhaite rappeler, donner du sens. Le sens ici, c'est Mortenol. J'ai tenu à rappeler que les Guadeloupéens ont joué un rôle important dans la défense de la liberté de la France
pendant les 2 guerres mondiales et en particulier Mortenol pendant la Première Guerre mondiale. Et donc c'était important aujourd'hui de rendre cet hommage. Et par ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Covid étant passé par là, c'est vrai qu'il y a eu un repli sur soi de chacun et on doit redécouvrir en fait l'autre et retendre la main à l'autre et ressortir, si je puis dire, pour reprendre cette vie commune et ces partages de valeurs qui sont essentiels pour la vie en communauté. Ensuite, j'irai au SMA, car je crois fondamentalement qu'il est important d'aider au maximum les jeunes qui veulent s'en sortir. J'irai également dans le lycée de Pointe-à-Pitre, où nous remettrons un drapeau à la classe de défense, les jeunes volontaires pour approfondir, comprendre l'histoire, comprendre la défense. Enfin, on ira aux Saintes pour rendre hommage à un combattant qui était un dissident. C'est un peu une clôture parce que dire que on ne peut pas être français aujourd'hui sans avoir une histoire commune, mais en même temps une histoire particulière. Retour sur cet hommage rendu à Andry Sidambarom par la communauté indo-guadeloupéenne, mais pas qu'à l'homme, à ses grandes œuvres également. Il y a 100 ans, cet homme obtenait des droits civiques pour ceux qui étaient alors des sujets britanniques. Regardez. Aujourd'hui, c'est son centenaire. Ce n'est pas le centenaire d'Andry Sidambarom, c'est le centenaire de l'obtention des droits. Il a obtenu les droits, ça a été signé le 21 avril 1923. Et donc aujourd'hui, nous sommes le 21 avril 2023. Donc ça fait 100 ans que les descendants indo-guadeloupéens sont des Français. Nous étions avant des sujets britanniques. On ne peut pas dire que c'était le père de la nation, ça serait vraiment trop gros. Mais c'est quand même quelqu'un qui est important pour cette composante guadeloupéenne. Nous sommes évidemment au mémorial de l'esclavage, puisque les Indiens, c'est qui? Ce sont des gens qui sont arrivés après à l'abolition de l'esclavage et qui ont été remplacés, les anciens esclaves qui étaient donc libérés. Donc il a fallu continuer le travail et on est allé chercher ces Indiens en Inde. Donc ils sont venus pour travailler à la place donc, de ceux qui ne souhaitaient plus le faire. Donc ils ont connu les mêmes difficultés, les mêmes sévices. Et donc ils ont donné de leur sueur et de leur sang aussi sur ces plantations. Et aujourd'hui, on est bien content quand même bon, je dis pas de leur sacrifice parce qu'ils sont venus avec l'espoir quand même aussi de repartir chez eux. Mais ils n'ont pas pu le faire, donc ils sont restés et nous sommes nés. Et nous sommes aujourd'hui donc avec cette population. Et moi je suis très fière d'être guadeloupéenne. Oui. Des images de Vianney Valverde. Et le nouvel évêque de Guadeloupe, Philippe Diogou, est venu à la rencontre de la communauté chrétienne, particulièrement heureuse de le rencontrer. Regardez. C'est un rassemblement sur l'Esprit Saint, comment cet Esprit Saint permet aussi une vie intérieure. Voilà, donc la communauté charismatique qui se retrouve, qui se rassemble. Je crois qu'il y a à peu près 800 personnes rassemblées de toute la Guadeloupe. Et donc j'ai profité, puisque c'était aussi dans le programme, de dire que c'est une belle occasion de rencontrer toutes ces personnes réunies. C'est le Seigneur qui nous rassemble, c'est le Seigneur qui nous ramène ici. Donc je voulais aussi vivre ce petit temps avec eux. On a fait un rassemblement grand groupe pour le peuple, pour réunir le peuple, leur donner déjà un avant-goût du congrès futur, parce que le congrès va avoir lieu le 1er, le 2 juillet au Palais des Sports du Gosier. Alors donc, aujourd'hui, c'est déjà les prémices et le peuple est heureux, d'autant plus qu'ils ont eu la grâce d'accueillir le nouvel évêque. C'est un sentiment de joie puisque ce matin, j'ai célébré à la cathédrale à la messe de 6h30. Donc moi, ça me fait aussi en 2 jours beaucoup de choses qui s'accumulent, mais de belles choses. Donc à la cathédrale avec ce chant « Le Christ est vivant », voilà, qui nous a portés. Et bien encore ici, de se dire aussi, nous sommes dans l'élan de Pâques. Donc c'est beaucoup de joie, beaucoup d'émotions et surtout la joie de voir que le peuple est content, heureux d'avoir un pasteur, un nouveau pasteur pour son diocèse. Et de retour sur le plateau, je reçois Anne Roumanoff qui vient nous présenter en Guadeloupe son nouveau spectacle. Tout va presque bien. Bonsoir Madame Roumanoff. Alors,
Un spectacle qui fait suite à Tout va bien. Et que s'est-il passé entre-temps donc? Il y a eu le Covid. Non, je parle un peu de tout ce qui va pas bien en ce moment, mais j'arrive à faire rire les gens avec ça. Et c'est pas toujours évident, mais en fait, faut trouver des axes pour faire rire. Voilà, je parle de l'inflation, je parle de la réforme des retraites, et puis je parle aussi de la vie quotidienne des femmes, je parle des rencontres amoureuses, du divorce. Et je fais aussi une séance de voyance où je fais monter un spectateur sur scène. Ah, vous faites de la voyance maintenant? Oui. Enfin, c'est une voyante. Nouveau don, nouvelle vocation? Non, c'est une voyante qui n'est pas très douée, mais c'est ça qui est drôle. Alors, vous aimez beaucoup justement vous baser sur des thématiques d'actualité. C'est vrai que le climat est plutôt morose depuis 2-3 années maintenant. Vous arrivez quand même à tourner tout cela un peu en ridicule, on va dire. Mais est-ce que ça ne devient pas très compliqué finalement de faire rire à une époque où finalement tout le monde se sent offensé, tout le monde se sent vexé dès qu'on dit quelque chose de politiquement incorrect? Oui, après, je trouve qu'on vit quand même dans un pays libre. Et puis le fait qu'il y ait des contraintes, finalement, ça booste aussi la créativité. Et je trouve que, pour avoir été voir beaucoup d'humoristes, chacun, à l'intérieur de ses contraintes, on peut quand même faire rire, en fait. Et c'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Il y a des sensibilités selon les époques, il faut se caler là-dessus. Mais enfin, moi, pour ma part, je me censure absolument pas. Et je trouve que la scène, c'est quand même un espace de liberté. Il n'y a quand même pas de traces de ce qu'on fait sur scène, contrairement à la télé ou à la radio. Et voilà, on peut tout faire quand même dans l'absolu. Après, je trouve aussi que ça induit des responsabilités d'avoir un micro devant soi. C'est pas au nom de l'humour. Il y a eu un moment où c'est de l'humour, connard. Ouais, non, c'est pas comme ça. Je veux dire, c'est une insulte en fait de dire connard. Voilà, donc. Mais il y a une façon de. Oui, l'amener. voilà, non, mais c'est vraiment voilà, je trouve qu'il faut quand même, quand on exerce ce métier, moi je fais ça quand même depuis 35 ans, il faut avoir un petit peu de finesse dans comment on dit les choses, de quelle manière. Enfin, voilà, mais dans l'absolu, on peut dire beaucoup de choses. Et puis moi, je me cale aussi beaucoup sur les réactions du public. Par exemple, pendant le Covid, à un moment, c'était compliqué de faire rire quand les gens avaient des masques, il y avait de la distanciation. Après, les gens, ça leur a fait du bien. Et maintenant, je fais presque plus rien sur le Covid parce que c'est déjà du passé. Pour les gens, ça les saoule. Et il y a, par exemple, encore 4-5 mois, quand je parlais de l'inflation, les gens rigolaient. Maintenant, ils rigolent plus du tout. Donc ça tourne très vite. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'en tout cas, de dire que c'est cher, ça angoisse tout le monde au supermarché et j'apprends rien aux gens et c'est pas drôle en fait. Donc, par contre, de me moquer de la manière dont Macron a fait la réforme des retraites et aussi qu'on comprend plus rien à la loi et les carrières courtes, longues. Et je dis les carrières longues, voilà. Ça fait beaucoup rire en fait. Donc voilà, les gens rient beaucoup plus en ce moment des retraites que de l'inflation. Ça me permet aussi, quand je fais les sketchs, en me calant sur le public, de sentir un peu l'opinion, la sensibilité du moment. Vous jaugez un peu les tendances. Oui. Ouais. Et vous penchez aussi sur ces nouveaux métiers, comme les influenceurs. Alors, je fais pas vraiment un sketch sur les influenceurs, mais à la fin du spectacle, je fais une influenceuse un petit peu. Ouais. Justement, un petit clin d'œil. Ah bah alors non, mais elle est métier. vraiment, elle a fait beaucoup de travaux de réflexion. Beaucoup de travaux de réflexion, peut-être après divorce. Non, l'influenceuse, c'est une personne, elle est jeune, celle-là. Mais que pensez-vous finalement de ces nouveaux métiers? Mais je trouve que la transformation de la société sont passionnantes à observer. Et je trouve qu'en ce moment, on vit vraiment une période de grand bouleversement moral, politique, social, une quête de sens. Alors c'est sûr que ça induit aussi beaucoup de violence dans l'atmosphère, des gens qui deviennent éruptifs, des insultes sur les réseaux sociaux, enfin tout prend des proportions très vite. Mais c'est parce qu'on est dans une période troublée. Pour moi, on est en train d'être comme ça, secoué. Je ne sais pas ce qui va sortir de ça. On avait dit que la société après Covid serait plus apaisée. C'est vraiment pas le cas, mais je pense qu'on est en train de... Voilà, tout change, tout bouge. Après, moi qui observe la société, c'est passionnant à observer. Et ça donne justement des idées et des matières pour faire des sketchs et des nouveaux sketchs. Enfin là, je suis en train d'écrire mon nouveau spectacle. Et voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur l'époque quand même. Donc ça, c'est passionnant. Et après, moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand le public sort de mon spectacle, le sourire aux lèvres, parce que j'ai fait rire de tout ce qui les angoisse, quoi. Vous parlez aussi d'amour, de divorce, certes, mais d'amour beaucoup. C'est quelque chose qu'on arrive à préserver malgré tout. L'amour ? Oui. Bah oui, c'est important. Non, je parle de mon expérience, mais je parle des femmes divorcées dans le spectacle, des rencontres amoureuses. Donc on est plus heureux après le divorce ?
Ah, c'est pas gentil pour mon ex-mari. Oui, moi, oui. En général, quand on divorce, c'est que ça va pas trop bien quand on était mariés. Donc, non, moi, je suis plus heureuse, oui, clairement. Dans tous les cas. Alors, une société absurde, quand même, dans laquelle on vit. Oui, absurde, curieuse. Curieuse, surprenante, avec des contradictions, avec... à la fois, je trouve quand même que l'être humain... Enfin, il y a aussi des tas de moments où je me dis, l'être humain est fantastique aussi. Enfin, il y a aussi des tas de fois où on se dit, ah, quand même. Et puis, oui, toute cette espèce de violence comme ça qu'il y a dans l'atmosphère aussi, qui est compliquée, quoi, où les gens sont prompts à insulter, condamner, juger. Voilà, mais c'est l'époque qui veut ça, quoi. Un nouveau monde, il vous plaît moi, je suis pas du tout dans avant, parce que de toute façon, on n'a pas d'autre choix. Il faut vivre avec son temps. Faut vivre. Et puis moi, j'ai des enfants jeunes qui me recadrent. C'est aussi quand on fréquente des jeunes, en fait, c'est assez super intéressant. Donc non, je suis pas du tout dans le... Non, je trouve que c'est intéressant. Je sais pas ce qui va sortir de ça, mais il y a aussi des bonnes choses. Faut pas non plus... C'est pas que pourri. Tout n'est pas pourri. Non, mais vraiment, il y a des belles choses aussi qui se passent. Donc il faut pas... Mais évidemment, aux nouvelles, vous parlez que de ce qui va pas, mais il y a aussi il y a des êtres humains magnifiques. Il faut pas tout voir sombrement, quoi. Donc un peu de positivité, oui. Un peu de rire avec vous. Donc ce sera le 29 avril prochain au Palais des Sports du Gosier. Beaucoup de thématiques d'actualité seront traitées. Vous aimez beaucoup jouer avec la langue française, j'ai remarqué. Oui, je passe pas mal de temps à écrire quand même. Chaque mot, et puis dans l'humour, vous changez un mot, ça fait plus rire. Enfin, c'est très précis, l'écriture d'humour. Donc oui, je suis très attentive aux mots. Voilà, et puis... Après, j'ai aussi quand même une part d'improvisation dans le spectacle, dans notamment tout ce qui touche l'actualité vers la fin du spectacle. Vous avez des spectacles évolutifs, puisqu'il y a des sketchs qui sont rajoutés en général. Oui, c'est ça. Et après, mais quand même, tout ce qui est écrit, c'est tellement long, l'écriture d'humour, que je ne vais pas m'amuser à changer toujours pour dire « Ah, j'improvise ». Mais par exemple, le sketch où je fais monter un spectateur sur scène et je lui parle de son couple et je fais une séance de voyance, ça j'adapte selon la personnalité. J'ai un canevas, mais je m'amuse. Et pareil, la partie de l'actualité, c'est selon... voilà, ça bouge. Mais le reste est quand même assez cadré, écrit, parce qu'encore une fois, l'humour, ça ne souffre pas à l'imprécision, quoi. C'est très... Vous changez un mot, on perd le rire. Clairement. Donc il faut faire attention. Surtout quand on va sur des thématiques un peu délicates. Hein. C'est ça. On peut vite se louper et ça peut être problématique. C'est ça. Vous vous êtes déjà fait remonter les bretelles par des politiques, puisque vous en parlez beaucoup? Alors, oui, sûrement. Mais moi, quand je passais chez Michel Rocard, je crois qu'il recevait pas mal, parfois, des coups de fil. Après, ce qui m'a assez surprise, c'est que parfois, j'ai dit des horreurs et il ne s'est rien passé. Et il y a des fois certaines choses... Sur des petits points de détail, ça. Ouais. Par exemple, je me rappelle, j'étais à Europe 1 le matin, je faisais un billet dans la quotidienne, et une fois, je m'étais moquée des visiteuses médicales en disant que parfois, elles pouvaient coucher avec les... Enfin, je sais pas, j'ai sous-entendu que parfois, elles draguaient les... Je sais pas ce que j'ai dit. Et... mais j'ai eu un truc... Je me suis fait attaquer par les visiteuses. J'ai dû présenter mes excuses aux visiteuses médicales, quoi. J'ai eu ça, et je me souviens aussi d'une fois, à l'époque de Sarkozy, où je disais vraiment des trucs sur lui, et il m'arrivait rien. Une fois, je l'ai rencontré, il m'a dit « Je vous écoute, je vous lis », c'était pas super. Mais bon, mais il m'est rien arrivé. Non, mais il m'est rien arrivé. Par contre, j'avais dit des trucs sur les banderoles des mecs du PSG, et un mec m'a suivi dans la rue et dit « Madame, faut arrêter !» J'ai dit « Faut arrêter quoi ? Faut arrêter de dire... J'ai dit « Oui, je dirais plus rien. » Mais voilà, le mec, c'était pas menaçant, enfin, c'était pas... Donc parfois, on sait pas, en fait, ce qui va déclencher non plus un tollé, voilà. Il faut être prêt à tout. C'est ça. En tout cas, vous ne vous fixez pas de limite. Non, dans tous les cas. Vous traitez toutes les thématiques, que ça plaise ou que ça déplaise. Absolument. Donc le rendez-vous est donné, chers téléspectateurs. Vous pourrez retrouver Anne Romanoff. Ce sera le 29 avril prochain au Palais des Sports du Gosier à partir de 20h. Merci beaucoup, madame. Et en Guyane. Et en Guyane vous n'allez pas jusqu'en Guyane, vous ? Ah non. La télé, elle va pas jusqu'en Guyane. Ah non. Enfin, on est diffusé partout. Alors, mais il y a après... des gens de Guyane qui regardent. De Martinique, je vais en Guyane et en Martinique. Ah, donc il y aura la tournée, effectivement. Voilà, jeudi en Guyane, vendredi en Martinique et samedi en Guadeloupe. Très bien. Merci. Ah, mais vous avez quand même fait le petit crochet pour nous voir avant.
Bah, j'en sais rien, il m'a fait atterrir ici. C'est pas pour vous voir. Demain, je prends l'avion, genre, je dois partir de l'hôtel à 5h du matin. À 5h du matin? Oui. Ah, quand même. Mais il n'y a pas des avions plus tard, en fait, pour aller en Guyane? Non, c'est très tôt, les vols pour la Guyane. Effectivement. Mais c'est inhumain, 5h du matin. Ah, c'est un peu nos horaires de réveil habituels à par ici. Ah bon? Ah oui, on est très matinaux. Contrairement à ce qu'on pense en Hexagone, on est très matinaux. Mais moi, en fait, ici. comme j'ai 6 heures de décalage, quand je vais me lever à 5h, en fait, il sera 11h. Exactement. Donc ça va. A priori. En tout cas, merci beaucoup. Mais là, il est pour minuit votre pour passage. moi, vous savez. Exactement, Voilà. vous devriez déjà dormir, a priori, techniquement. Et maintenant, parlons d'Indira Ampio qui est en Guadeloupe pour quelques jours. Au programme, une rencontre avec le nouveau comité Miss Guadeloupe et des séances de dédicaces. Regardez. Demain, on va rencontrer les membres de l'association Réveil qui va s'occuper du nouveau comité de Miss Guadeloupe. Donc on va découvrir un peu tout ça. J'ai hâte de voir comment ça va se passer parce que c'est vrai que c'est un nouveau comité. Et puis ensuite, mercredi, je serai en séance de dédicace à Destreland. Et il y aura aussi une petite élection qui sera prévue avec des petites filles qui vont se déguiser en princesse. Donc on va élire celle qui aura le plus beau costume, le plus beau déguisement de princesse. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Ce sera vraiment un événement assez mignon, je trouve. Et puis moi, ça me plaît, voir des petites filles en princesse. Je trouve ça adorable. Donc je pense qu'on va passer un bon moment. Et puis ce sera un moment aussi avec la famille. Donc ça, c'est bien. Les personnes pourront voir leurs enfants. Ça va réunir un maximum de personnes. Et je trouve que ça, c'est important aussi. C'est un honneur de pouvoir partager encore plus intensément son expérience avec de nouvelles candidates parce que être dans la transmission, c'est aussi leur donner beaucoup de conseils et des armes en fait par rapport à l'aventure qu'elles vont vivre et surtout je trouve que c'est quand même très très positif de se dire que peut-être qu'après Indira on aura encore une Miss Guadeloupe, Miss France, donc c'est tout le travail qu'on mène actuellement et qu'on fera pour permettre à la Guadeloupe de continuer à remporter des titres à cette élection de Miss France. C'est juste un plaisir. Indira, c'est un plaisir de toute manière, ça c'est clair. C'est une nouvelle aventure, une aventure humaine, comme elle le disait. Avoir toutes ces jeunes filles ensemble qui s'épanouissent et les voir évoluer jusqu'à arriver à Miss Guadeloupe. Et bien évidemment, quand on les accompagne pour aller vers Miss France, après c'est l'apothéose. Donc Indira pourra, avec un grand plaisir et comme elle sait le faire, avec un grand cœur, pouvoir distiller tous ses conseils et puis pouvoir partager tout ce qu'elle a eu comme émotion. Et c'est juste formidable, mais c'est Indira en même temps. Donc tout va bien. 4 mois après le Rennes, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de faire énormément de choses. Là, on enchaîne avec les élections départementales et locales pour choisir qui ira à la prochaine élection régionale. Ensuite, c'est vrai qu'on a fait aussi beaucoup de séances de dédicaces. Donc, j'ai eu l'occasion de tourner un peu dans toute la France. On a fait Champagne-Ardenne, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Languedoc-Roussillon, en Bourgogne, etc. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup d'événements comme ça aussi. On a aussi des événements partenaires où on découvre un peu toutes les spécialités des régions. On a fait le salon de l'agriculture, on a fait des avant-premières, on a fait le voyage d'intégration. Donc, c'est vrai que c'est assez large. J'ai un emploi du temps qui est assez chargé, mais qui est très actif et ça me plaît énormément. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.